Après 9 semaines de procès et la condamnation des 4 accusés jugés en Floride, on se pose encore de nombreuses questions sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Car malgré le verdict du 8 mai 2026, des zones d'ombre subsistent. Avant d'aborder les points non élucidés de cette affaire, rappelons qui sont les 4 hommes qui viennent d'être condamnés en Floride. Il y a d'abord les organisateurs du complot basés en Floride. Ce sont eux qui planifient et financent l'opération. Il s'agit de Antonio Entreago, Arcangel Pretel Ortiz. Il dirige la société CTU Sécurité basée en Floride. C'est la société qui a recruté les Colombiens. Il y a aussi Walter Vantemila qui a participé au financement du complot. L'autre condamné est James Solage, un Haïtien-américain. C'est lui qui coordonnait l'opération sur le terrain en Haïti. Il travaillait également pour la société CTU. Ces 4 hommes sont reconnus coupables de plusieurs chefs d'accusation, notamment complot visant à kidnapper ou tuer Jovenel Moïse, soutien matériel à une opération terroriste et violation du Neutrality Act américain, loi interdisant de mener une guerre contre un pays allié depuis le territoire américain. Maintenant qu'on a fait ce petit rappel, attaquons-nous aux zones d'ombre. Il y a tout d'abord ce fait troublant. Plusieurs acteurs du complot ont rencontré un agent du FBI quelques mois avant l'assassinat de Jovenel Moïse. En avril 2021, soit environ 3 mois avant le crime, une réunion est organisée dans les locaux de la société CTU Security en Floride, la société, comme je le rappelle, qui a recruté les mercenaires colombiens. Cette rencontre est organisée par Arcangel Pretel Ortiz, qui était à l'époque un informateur actif du FBI. À cette réunion se trouvent plusieurs figures clés du dossier. Antonio Entreago, qui vient d'être condamné en Floride. Il y avait également Christian Emmanuel Sanon, qui devait remplacer Jovenel Moïse selon le plan. Se trouvait aussi à cette rencontre James Solage, qui lui aussi vient d'être condamné, on va dire dans le complot d'assassinat de Jovenel Moïse. Et enfin, John Joel Joseph, qui a déjà plaidé coupable. Et parmi les invités se trouvait un agent du FBI du nom de Jorge Núñez, un détail qui intrigue et alimente de nombreuses interrogations. Car plusieurs condamnés ont donc rencontré un agent fédéral américain avant l'assassinat du président haïtien. Le FBI affirme cependant qu'il ignorait totalement l'existence d'un projet visant Jovenel Moïse. Jorge Núñez explique qu'il pensait assister à une réunion liée à des informations sur le narcotrafic, le blanchiment d'argent ou le trafic d'êtres humains en Haïti. Mais pendant la rencontre, la situation politique haïtienne et la question du changement de régime auraient été évoquées. John Joel Joseph se serait plaint de la crise politique en Haïti et du manque de soutien américain. Núñez affirme alors avoir immédiatement interrompu la discussion en expliquant que le FBI n'était pas intéressé par la politique. Selon les procureurs américains, Arcangel Pretel Ortiz, qui a organisé la rencontre, l'aurait surtout utilisé pour impressionner les autres participants et leur faire croire que sa société CTU entretenait des liens avec le gouvernement américain. Il faut dire que Pretel, qui vient d'être condamné dans l'assassinat de Jovenel Moïse, n'était pas un simple informateur. Il travaillait depuis près de 10 ans avec les autorités américaines. Il collaborait avec le FBI, la DEA et le Homeland Security et aurait reçu plus de 138 000 $ américains pour ses activités d'informateur. Après l'assassinat du président, il tente de recontacter les agents avec qui il était en contact. Il multiplie les appels sans succès. Progressivement, les contacts sont rompus. Quelques semaines plus tard, le FBI met officiellement fin à sa collaboration avec lui. Cette séquence soulève plusieurs questions troublantes. Les autorités américaines auraient-elles pu détecter le complot plus tôt? Pretel utilisait-il réellement ses liens avec le FBI pour crédibiliser l'opération? Certains participants pensaient-ils vraiment agir avec une forme de protection ou de couverture américaine? D'autant plus que 3 figures importantes du dossier avaient des liens avec des agences américaines. Arcangel Pretel Ortiz était un informateur actif du FBI. Joseph Vincent, qui a plaidé coupable, est un ancien informateur de la DEA. Et l'homme d'affaires Rodolphe Jarre, qui a lui aussi plaidé coupable dans l'assassinat de Jovenel Moïse, avait également collaboré avec la DEA après sa condamnation pour trafic de drogue. Ces connexions rendent cette affaire encore plus troublante. Un autre élément étonnant dans ce dossier est le coût total du complot contre Jovenel Moïse. Un expert comptable du FBI a expliqué au jury pendant le procès avoir retracé toutes les dépenses liées à l'opération. Selon lui, le complot aurait coûté environ 343 000 $ américains. C'est pas énorme du tout, parce que payer tous ces gens, neutraliser tous ces policiers affectés à la sécurité présidentielle, les frais de logistique, etc., la somme paraît franchement dérisoire.
Certains pensaient même d'ailleurs que la meilleure piste à suivre dans ce dossier était la piste de l'argent, à savoir qui pouvait financer le projet, qui en avait les moyens. Et quand on entend 343 000 $, on est surpris. Selon l'enquête, l'argent provenait de plusieurs sources, prêts bancaires, cartes de crédit, virements, contributions privées et même du fonds Covid, les aides de l'État américain pendant le Covid qui auraient été détournées par les accusés. La principale source de financement serait la société Worldwide Capital Lending, liée à Walter Ventimiglia, qui aurait injecté environ 160 000 $ américains dans l'opération. Je rappelle que Walter Ventimiglia figure parmi les 4 hommes condamnés au procès de Floride. Les autres sources de financement viendraient de la société CTU Security, dirigée par Antonio Entriago et Arcangel Pretel Ortiz. C'est la société, je le rappelle, qui a recruté les Colombiens. Elle aurait investi environ 11 000 $. Un autre acteur apparaît aussi dans le dossier, un Américain du nom de Frederick Bergman. Selon les procureurs américains, il aurait fourni environ 22 000 $ de matériel tactique, notamment des gilets pare-balles destinés aux Colombiens. Il a déjà plaidé coupable et a été condamné aux États-Unis. L'homme d'affaires haïtien Rodolphe Jarre aurait lui aussi financé une partie importante du projet à hauteur d'environ 150 000 $. Vous voyez, on est sur des sommes dérisoires pour un projet de cette envergure. Franchement, quand on pense au nombre de personnes impliquées, aux mercenaires colombiens, aux dépenses, aux armes, aux hôtels et surtout au nombre de personnes qu'il fallait corrompre pour entrer dans la chambre même du président, tout ça paraît étrange parce qu'on pouvait imaginer qu'il faudrait des millions pour un tel plan. Une autre question importante, mais celle-là, elle dépasse le procès de New York, c'est le niveau de responsabilité des accusés en Haïti. Si le verdict de Miami apporte une forme de clôture judiciaire aux États-Unis, il laisse un goût d'inachevé en Haïti, car au-delà des tribunaux américains, une question brûlante demeure. Qui sont les véritables commanditaires intellectuels ? Le dossier haïtien est un véritable brouillard. D'un côté, il y a les inculpés. On pense inévitablement à Joseph Félix Badios, soupçonné d'être le cerveau sur le terrain, dont les liens présumés avec l'ancien Premier ministre Ariel Henry ont fait couler beaucoup d'encre. Martine Moïse, la veuve du président, n'a d'ailleurs jamais cessé de pointer du doigt des figures politiques, citant régulièrement Ariel Henry ou l'ancien président Michel Martelly. De l'autre côté, un retournement de situation digne d'un polar. En février 2024, l'ordonnance du juge d'instruction haïtien Walter Vesser Voltaire a provoqué une onde de choc en inculpant Martine Moïse elle-même aux côtés de l'ancien Premier ministre Claude Joseph et de l'ex-chef de la police Léon Charles. On leur reproche, entre autres, des complicités ou des contradictions dans leurs dépositions. Le constat est donc amer. Tandis que la Floride condamne les bras armés et les financiers intermédiaires à la prison à vie, le système judiciaire haïtien, gangréné par l'instabilité, peine à faire éclater une vérité. Ce procès à Miami est une victoire d'étape, un bon début pour la mémoire de Jovenel Moïse. Mais entre les accusations mutuelles et les zones d'ombre qui entourent cette affaire, la vérité totale semble encore enfermée dans un coffre-fort dont la clé reste introuvable. Le verdict en Floride n'était franchement pas une surprise. C'était assez prévisible que les accusés allaient être condamnés. Ce procès a permis de comprendre un certain nombre de choses dans le complot d'assassinat de Jovenel Moïse. Mais de nombreuses autres questions et d'interrogations comme celles qu'on vient d'évoquer restent pour l'instant sans réponse. Merci de votre attention. À bientôt.